C'est un sujet qui fait souvent stresser les parents, l'impact nocif de certains produits, plus précisément des polluants présents dans notre environnement, dans nos peintures, dans les produits ménagers, dans les objets du quotidien. Mais pas de panique, il existe des gestes simples, concrets et accessibles pour réduire les risques et prendre soin de soi comme de son enfant. Bienvenue dans 3-2-1 Parents, le podcast de l'assurance maladie qui vous aide à vous préparer au mieux à l'arrivée de votre enfant, mais aussi et surtout à veiller sur votre santé et sur la sienne. Moi, c'est Pauline Verdusier, je suis journaliste et comme beaucoup de parents, je me suis posé 1000 questions en attendant mon premier enfant. Au fil des épisodes de ce podcast, je retrouve Anne Kammerer, sage-femme libérale, pour explorer ensemble et avec des experts tous ces sujets qui nous questionnent pendant la grossesse, l'accouchement et les premiers mois de vie de l'enfant. Dans cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Sylvie Bortoli, qui est toxicologue et ingénieure de recherche à l'INSERM. Elle va nous aider à démêler le vrai du faux et à mieux comprendre comment protéger notre enfant sans tomber dans la parano. Que faut-il surveiller ? Que faut-il éviter ? Que peut-on changer facilement au quotidien ? Mais d'abord, on commence à défricher le terrain avec Anne Kammerer, la sage-femme de 3-2-1 Parents. Bonjour Anne. Bonjour. Cette notion de santé environnementale peut être un peu floue. Qu'est-ce que vous dites, vous, à vos patients et patientes sur ce sujet ? Alors, de façon générale, on a tous envie d'offrir les meilleures conditions de vie à nos enfants. Et c'est important de savoir que on ne peut pas en réalité contrôler absolument tout notre environnement. On va forcément être exposé à certains produits qui pourraient être néfastes. Donc, une première chose à savoir qui peut être importante, c'est effectivement à quel produit on est exposé qui pourrait avoir un impact sur notre santé. Et ensuite, comment on trouve un peu un équilibre. C'est-à-dire qu'on ne veut pas tomber dans la panique, il faut bien continuer à vivre. Et donc, on va essayer de trouver chacun un équilibre réaliste, adapté à la fois, on va dire, à ce qui est bien reconnu comme des mesures importantes pour la santé, et puis à ce qui, pour nous, est facile à réaliser, qu'on peut arriver à intégrer dans notre quotidien. Et justement, quelles sont les choses les plus importantes à savoir dans ce domaine ? Alors, il y a quelques petites choses assez simples qu'on peut garder à l'esprit. Par exemple, un enjeu, c'est la pollution de l'air. Et on sait que un truc tout bête, mais qui est facile à réaliser, c'est d'aérer la maison. Tous les jours, 10 minutes, 2 fois par jour. Ça va permettre de renouveler l'air à l'intérieur et de limiter l'accumulation en fait, de polluants. Un autre enjeu très important sur la pollution de l'air, c'est l'exposition au tabac. Et donc ça, c'est particulièrement important. Ça vaut le coup de mettre de l'énergie là-dedans, que les personnes de la famille qui sont fumeuses ne fument jamais à l'intérieur, jamais à la fenêtre, mais toujours vraiment à l'extérieur. Et même, on recommanderait de porter un vêtement dédié qu'on met uniquement pour aller fumer, qu'on enlève et qu'on laisse dans l'entrée le plus loin possible de là où vit le bébé, et que quand on a fumé une cigarette, on rentre et on se lave les mains. L'idée, c'est que les odeurs qu'on remarque du tabac, ça témoigne de la présence de produits toxiques, donc il faut qu'il y en ait le moins possible. Qu'est-ce qu'on peut citer comme autre chose à savoir ? Une autre chose simple qu'on peut essayer de mettre en place comme une habitude, c'est d'essayer de limiter les produits qui vont être parfumés. Parce qu'en fait, dans les produits avec des parfums, il y a des substances qui sont toujours un peu irritantes. Alors, ça peut être irritante pour la peau, pour les voies respiratoires. Donc, dans l'idéal, on ne devrait pas mettre de parfum d'intérieur ou d'encens ou d'huiles essentielles dans les maisons. Et quand on choisit des cosmétiques ou des produits d'entretien, on recommande qu'ils ne soient pas parfumés, même la lessive. Et de façon générale, on peut se donner comme règle de limiter le nombre de produits d'entretien. Moins on va avoir de produits différents, moins on va être exposé à des substances multiples. Et avec la composition la plus courte, c'est-à-dire le moins d'ingrédients possible. Ça, ce sont des petites consignes qu'on peut essayer d'appliquer sans forcément connaître en détail tous les produits. Et justement, puisqu'on parle d'huiles essentielles, c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter, notamment durant la grossesse ? Alors, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à croire à tort que naturel veut dire sans danger. Et en réalité, il y a plein de produits qui sont tout à fait naturels et qui peuvent être très dangereux pour la santé. Il y a des plantes qui vont être toxiques, par exemple. Et donc, les huiles essentielles, c'est vrai que c'est des substances qui sont complexes, avec beaucoup de molécules différentes et qui peuvent être très irritantes. Donc, pendant une grossesse ou au contact des jeunes enfants, c'est vraiment à manipuler avec précaution et toujours sur l'avis d'un professionnel de santé. Et justement, puisqu'on parle de professionnels de santé, la grossesse, c'est une période où il faut faire attention aussi aux médicaments qu'on prend. Et c'est la même chose quand on allaite. Comment ça se passe dans ce cas-là ?
Alors effectivement, pendant une grossesse, certains médicaments peuvent passer la barrière du placenta et aller jusqu'au bébé, et parfois être dangereuses. C'est la même chose avec le lait que la femme produit, qui peut être parfois contaminé par certains médicaments. Donc une mesure de précaution, c'est de se dire qu'on évite de prendre des médicaments pendant qu'on est enceinte ou pendant qu'on allaite, sans avis d'un professionnel de santé. Parfois, on va trouver beaucoup de ressources, d'informations sur Internet et c'est pas toujours facile de savoir aussi comment départager les sources fiables et les sources non fiables. Par exemple, sur les médicaments, le site du CRAT, le Centre de référence des agents tératogènes, c'est vraiment le site de référence pour le sujet médicaments grossesse, médicaments allaitement. Et c'est moins connu, mais il faut également faire attention aux médicaments des animaux de compagnie. Oui, on n'y pense pas forcément, mais il y a certains médicaments, en particulier les traitements contre les parasites des animaux de compagnie qui peuvent être très toxiques pour les femmes enceintes. Donc c'est important de se renseigner avant de les utiliser. Il y a aussi le sujet de l'eau. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours quelle est l'eau la plus adaptée pour soi ou pour son bébé. Qu'est-ce que vous conseillez ? Alors, une chose à savoir intéressante, c'est quand même que l'eau du robinet, elle est dans la plupart des régions de très bonne qualité et donc elle est tout à fait utilisable, donc bien sûr pour les femmes enceintes, mais aussi même pour fabriquer les biberons des bébés. Donc c'est important éventuellement de regarder si dans sa région, il y a des problèmes de pollution de l'eau, mais dans la plupart des régions en France, l'eau sera tout à fait adaptée. Une autre chose que j'aime bien préciser aussi, c'est de quand même faire attention au lieu d'habitation où on est. Parce que si on est dans une maison, dans un appartement qui est assez ancien et où il peut y avoir encore des canalisations en plomb, alors dans ce cas-là, on recommanderait d'éviter l'eau du robinet parce que les canalisations pourraient polluer cette eau. On pourrait être tenté d'améliorer la pureté de l'eau en la filtrant, mais en réalité, c'est pas recommandé pour les bébés. D'accord ? Quand on utilise de l'eau du robinet, ça doit être de l'eau non adoucie et non filtrée. Et on recommande d'utiliser de l'eau froide pour constituer les biberons, parce qu'on n'a pas envie que ce soit de l'eau qui a stagné dans un ballon d'eau chaude pendant trop longtemps. Et par exemple, quand on ouvre le robinet, on peut faire couler quelques secondes, histoire que l'eau qui était accumulée dans les canalisations se déverse et qu'ensuite on utilise de l'eau pure dans le biberon. Si on choisit d'utiliser de l'eau en bouteille pour faire les biberons, pour reconstituer les biberons de son bébé, alors il faut toujours choisir une eau qui est labellisées compatibles avec l'alimentation des nourrissons. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, certaines eaux, elles sont trop minéralisées, elles ne sont pas adaptées au bébé. Et si je veux trouver des informations complémentaires sur ces sujets, comment je peux faire ? Alors, un site qui est hyper bien fait, c'est le site des 1000 premiers jours. Sur lesquels vous allez avoir, selon les thématiques, plein d'informations et de manières un peu d'aiguiller les parents, typiquement sur les labels qui peuvent témoigner de la bonne qualité d'un produit cosmétique, sur des recommandations de comment améliorer la qualité de l'air dans la maison. Donc n'hésitez pas à aller regarder, il y aura plein de petits articles sur ces sujets-là. Et comment on fait pour trouver son équilibre entre la prise en compte de tous ces risques et la vie réelle ? C'est vrai que comme on le disait tout à l'heure, on est entouré de plein d'éléments dans notre environnement qui peuvent interagir avec notre santé et on ne va pas pouvoir supprimer de notre vie absolument toutes les choses qui pourraient, de près ou de loin, avoir un impact négatif. Donc on va être obligé de choisir un peu ses combats et je pense que c'est intéressant de se poser la question à la fois d'être informé sur les choses qui vont être hyper importantes en termes de santé et ensuite de se dire qu'est-ce que moi je me sens de réaliser ou pas. Et tout le monde ne va pas répondre de la même manière à cette question-là. Tout le monde ne va pas trouver son équilibre de la même manière. Et par exemple, si vous vous sentez super mal dans votre corps enceinte et une copine vient vous mettre du vernis au pied pour aller fêter un mariage, oui, c'est vrai, il y a du solvant dans les vernis, mais peut-être que ce jour-là, vous allez quand même en mettre parce que ça va vous permettre de vous sentir bien dans votre corps. Et peut-être que par contre, vous allez porter une attention plus stricte sur le fait d'avoir des Tupperware en verre et des contenants en verre pour l'alimentation de votre bébé, parce que ça, c'est quelque chose que vous avez réussi à mettre en place facilement dans votre quotidien. Donc l'idée, c'est de savoir un peu qu'est-ce qui peut avoir des conséquences sur sa santé pour ensuite pouvoir faire soi-même, en tant qu'adulte, ses choix de la façon à la fois la plus éclairée et la plus réaliste possible. Merci beaucoup, Anne Caméret. Et maintenant, avec la toxicologue Sylvie Bortoli, nous allons aller un peu plus en détail pour bien comprendre les effets des polluants durant cette période de la grossesse et partager d'autres conseils du quotidien pour les éviter. Bonjour Sylvie Bortoli. Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire sur quoi portent vos travaux ? Alors, je suis chercheuse en toxicologie dans un laboratoire de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à Université Paris-Cité et je travaille sur les mécanismes de toxicité des contaminants environnementaux et les liens potentiels entre une exposition à ces polluants et la santé. Donc là, ce podcast, il parle de la grossesse et de la période après la naissance, les 3 premiers mois de vie de l'enfant. Est-ce qu'il y a des polluants auxquels il faut particulièrement être attentive chez la femme enceinte ou chez le petit enfant ? Alors oui, effectivement, cette période de périnatalité, c'est une période de vulnérabilité particulière. Et dans cette période, il y a des substances qui sont potentiellement plus toxiques que d'autres, notamment les substances qu'on connaît sous le nom de perturbateurs endocriniens. Ce sont des substances qui altèrent le fonctionnement de ce système de communication en interagissant avec les signaux hormonaux, avec pour conséquence une perturbation du fonctionnement physiologique normal. Pourquoi la grossesse est une période à risque face à ces substances ? Notre organisme est normalement équipé pour faire face aux effets potentiellement toxiques des contaminants environnementaux grâce à un système de détoxication qui est accompli par le foie et qui permet de transformer les contaminants en substances facilement éliminables par les urines et par les selles. Mais chez le fœtus, dans le ventre de la maman ou chez le petit enfant, ce système n'est pas mature. Il est donc moins efficace pour éliminer les contaminants, les polluants qui peuvent alors exercer leurs effets toxiques. Et quels effets ça peut avoir justement sur la santé de l'enfant, ces polluants ? Alors ces effets, ils peuvent être d'abord, avant de les caractériser, ils peuvent être différés. C'est-à-dire que l'exposition, même si elle est in utero ou si elle est dans la petite enfance, elle peut conduire à des pathologies qui vont se révéler plus ou moins tôt au cours du développement de l'enfant. Donc ça veut dire qu'on peut être exposé enfant et développer des pathologies à l'âge adulte, par exemple ? Oui, absolument. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir de ces expositions à ces polluants ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans son quotidien ? Il y a des choses simples en fait à mettre en place, ce n'est pas insurmontable, disons. Alors non, c'est loin d'être insurmontable et c'est ça qui est rassurant, en fin de compte, c'est qu'on peut identifier très bien de nombreux petits gestes à accomplir pour limiter les expositions pendant la grossesse. Alors je vais donner quelques exemples qui vont parler à chacun. Il y a des substances potentiellement toxiques, par exemple, dans les contenants alimentaires ou les ustensiles de cuisine. Et certains peuvent migrer depuis le contenant vers l'aliment. Donc, on va éviter d'acheter des aliments emballés dans du plastique. On va éviter de conserver les aliments dans des récipients qui contiennent du plastique et privilégier des contenants alimentaires en verre ou en inox. On ne fait jamais réchauffer aucun aliment, ni de l'eau, ni pour la maman, ni pour le bébé, dans un contenant en plastique parce que la chaleur favorise la migration des substances toxiques contenues dans le plastique vers l'aliment. Est-ce que, par exemple, on peut réchauffer du lait dans un verre ou dans un bol en céramique, puis le transvaser dans un biberon en plastique ? Alors, oui, si le lait n'est pas trop chaud. Parce que finalement, c'est la haute température, plus la température est élevée, plus il y a des risques de favoriser la migration des substances toxiques contenues dans les plastiques vers les aliments. Donc plutôt du lait tiède qu'on transvase. Du lait tiède, mais en fait, vous allez toujours mettre du lait tiède dans le biberon parce que vous n'allez pas ébouillanter votre bébé. Et l'autre point concernant les ustensiles de cuisine, c'est qu'on peut choisir dans cette période-là, ça peut être le moment de refaire un tri dans sa batterie de cuisine et on ne conserve que les casseroles, les poêles et les plats qui ne contiennent pas de PFOA. PFOA. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des substances perfluorées qui sont sur les revêtements anti-adhésifs des plats et des poêles, des casseroles. Donc, on évite ces ustensiles-là et on préfère des ustensiles en inox.
On peut aussi trouver des substances toxiques dans les plats ultra transformés, comme vous disiez. Est-ce que c'est pas justement le moment peut-être de revoir un peu son alimentation quand c'est possible ? Alors, effectivement, dans les plats ultra transformés, on va trouver des additifs alimentaires potentiellement toxiques, des émulsifiants, des conservateurs, des édulcorants. Donc, il faut privilégier dans cette période-là, il faut essayer de privilégier l'alimentation maison, les plats faits maison, et éviter les aliments ultra transformés. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va tout supprimer, hein. Ça peut dépanner quelquefois d'utiliser un plat ultra transformé, mais c'est vraiment un type d'alimentation qui est à éviter pendant la grossesse et qui est à éviter toute la vie de toute façon. Voilà. Mais donc là, on parle de quoi? Par exemple, des plats cuisinés? On parle des plats cuisinés, des crèmes desserts, des biscuits. Et pour le petit enfant, alors, les petits pots pour bébé, ça rentre dans les aliments ultra transformés ou pas? Ou c'est quand même contrôlé? Bien sûr, c'est contrôlé comme tous les aliments, y compris les aliments ultra transformés. Mais les petits pots pour bébé, ça rentre dans la catégorie des plats ultra transformés, des aliments ultra transformés, parce que tout simplement, leur fabrication nécessite de nombreuses étapes de transformation. Donc là encore, je ne veux pas du tout dire qu'il faut proscrire les petits pots pour bébé. J'en ai utilisé moi-même parce que parfois ça dépanne bien. Voilà, l'idée c'est toujours, lorsqu'on va s'exposer d'une manière ou d'une autre, de le faire à plus faible dose possible et à une fréquence la plus faible possible aussi. Oui, ça peut peut-être interpeller là tout ce qu'on est en train de dire, puisque c'est pas évident d'évincer absolument le plastique de sa vie. Qu'est-ce que vous diriez en fait à quelqu'un qui se sentirait peut-être très coupable de vous entendre dire tout ça? Alors, mon propos n'est absolument pas de culpabiliser ni de faire peur. C'est très important, à mon sens, de prendre conscience de ce à quoi on est exposé et d'identifier ce que l'on peut éviter, les expositions que l'on peut éviter. Donc on ne va pas pendant 9 mois ni pendant 3 ans vivre dans une bulle en interdisant tout, en s'interdisant tout. C'est pas du tout la problématique. La problématique, c'est vraiment de prendre conscience. Moi, quand j'étais enceinte, il y a longtemps, il y a 25 ans, eh bien, on n'avait pas notion de ça, en fait. On connaissait très, très peu les effets des contaminants environnementaux sur la santé des humains, sur la santé des bébés, sur la santé des femmes enceintes. Et je trouve que aujourd'hui, la recherche scientifique a permis de produire ces connaissances-là. On les met à la disposition du public, des hommes et des femmes, des enfants. Et il faut que l'on arrive à participer. Enfin, il faut que cela participe à une acculturation, une appropriation de ces données-là. Vous savez, moi, quand j'étais enceinte, la seule chose qu'on savait, c'est qu'il ne fallait pas fumer et pas boire de l'alcool. C'est quelque chose qu'on a très, très bien intégré, ça. Et bien, de la même manière, je crois qu'on est tout à fait capable d'intégrer qu'on est exposé à de multiples contaminants potentiellement toxiques pour notre santé et la santé de notre bébé. Et pour autant, on va continuer de vivre, mais on va avoir cette conscience-là et on va être capable de faire des choix éclairés pour notre vie, pour les choses que l'on achète, pour nous, pour notre enfant. Et voilà, et je crois que ça, petit à petit, on va très bien l'intégrer. Oui, en fait, l'idée, c'est qu'on peut être acteur, actrice de tout ça. Oui. Et donc là, on parlait du fait que, oui, on va pas proscrire les petits pots, mais les limiter, par exemple. Qu'est-ce qu'il en est pour également les métaux lourds dans le poisson, pour les légumes, les fruits et légumes? C'est le moment, justement, de réfléchir à son alimentation. Exactement. Donc, concernant le poisson, c'est un aliment qui est recommandé. Il a de nombreuses propriétés très bénéfiques, avec notamment des acides gras très bons pour la santé. Donc, il n'est pas du tout là non plus question de le proscrire. Les contaminants environnementaux et principalement les métaux lourds, ils vont être présents dans les poissons gros, les poissons prédateurs qui ont mangé tous les petits poissons et donc qui ont accumulé une grande quantité de métaux lourds. Donc on va essayer de privilégier de manger des plus petits poissons pour s'exposer le moins possible. Et là encore, ça n'exclut pas de manger un pavé de saumon de temps en temps ou un pavé de thon, mais il faut le faire de temps en temps de manière à diminuer son exposition aux métaux lourds.
Concernant les fruits et les légumes et les pesticides, eh bien, là encore, on ne va pas du tout s'interdire, même si on ne peut pas manger bio. On ne va pas s'interdire de manger des fruits et des légumes parce que de toute façon, même s'ils sont issus de l'agriculture conventionnelle, c'est bénéfique de manger des fruits et des légumes en abondance parce que ça contient plein de fibres, des vitamines, des minéraux, des antioxydants. Donc, c'est vraiment très important. Et finalement, pour diminuer son exposition, on va éviter de manger que des pommes ou de ne manger que des bananes. Il faut diversifier à la fois le type de fruits et de légumes que l'on mange et leur provenance aussi. Alors, on a parlé justement des contaminants qu'on peut trouver dans l'alimentation. Comment on peut à présent préparer son environnement à l'arrivée d'un enfant, donc son appartement, sa maison, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être moins connu du grand public. Oui, effectivement, notamment en ce qui concerne l'air intérieur. Par quoi il est pollué, cet air intérieur ? Eh bien, il y a les revêtements présents sur les murs et sur les sols. Les revêtements vinyles, les peintures. Il y a les meubles. Les meubles relarguent des composés organiques volatiles qui sont issus des cols qui ont servi à l'assemblage des meubles. Et donc, tout ça va être présent dans l'atmosphère, dans l'air intérieur, et va le contaminer de manière durable si on n'aère pas. Donc, il est recommandé d'aérer le plus possible. Les recommandations, c'est d'aérer 2 fois 10 minutes par jour, même l'hiver. Même s'il fait froid, on doit aérer. Évidemment, comme vous le disiez, la période qui entoure l'arrivée d'un enfant, eh bien, on a envie de faire des travaux. Souvent, on va aménager chez soi pour accueillir cet enfant. Donc, ça veut dire faire peut-être des travaux de peinture ou de changer le revêtement de sol, acheter des nouveaux meubles. Donc ça, il faut le faire, si on peut, bien en amont de l'arrivée de l'enfant, quelques mois avant l'arrivée de l'enfant, de manière à pouvoir, par la suite, aérer grandement le lieu pour faire évacuer tous ces composés qui peuvent être présents dans l'air intérieur. Pendant cette période-là qui entoure l'arrivée de l'enfant, où on va potentiellement faire des travaux chez soi pour accueillir l'enfant, préparer la chambre, etc., le mieux, c'est encore que la maman, elle ne participe pas à ces travaux-là. Parce qu'évidemment, en y participant, elle va s'exposer de manière assez forte. Donc là, c'est le moment d'appeler à la rescousse la famille et les amis pour participer à concocter un petit nid douillet au bébé. Mais voilà, si la maman est... La femme enceinte peut aller se reposer à la campagne. Voilà, c'est ça, exactement. Est-ce qu'on peut aussi parler des vêtements, des tissus d'ameublement ? Donc ça, c'est aussi des endroits où il peut y avoir des composants toxiques ? Ben oui, parce qu'en fait, souvent, ces vêtements, les draps, les serviettes, tout ça, c'est traité avant d'être mis sur le marché. Et donc, quand on va forcément peut-être acheter des vêtements pour le bébé, des draps pour son lit, des turbulettes, etc. Et donc, c'est bien si on peut les laver. En fait, il faut les laver avant toute utilisation pour éliminer les produits avec lesquels ils ont été traités. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être conseillé d'acheter d'occasion, que ce soit les vêtements, les meubles ? Peut-être ça peut limiter l'exposition ? Alors, c'est toujours une bonne idée d'acheter d'occasion. C'est meilleur pour la planète. Et puis ensuite, quand on achète des vêtements d'occasion, ils ont déjà été lavés, ils ont déjà été portés, donc ils sont dénués de ces substances dont on les recouvre au cours des processus de fabrication et de commercialisation. Et pour les meubles, c'est pareil. Alors, qu'en est-il pour les produits ménagers ? Alors, les produits ménagers à la maison, c'est une énorme source d'exposition. Parce que souvent, on a plein de produits ménagers qui contiennent de nombreux ingrédients. Donc là encore,
cette période de périnatalité, c'est une période où c'est l'occasion de faire le tri, de faire le point sur ce qu'on utilise, ce dont on a vraiment besoin et ce dont on peut se passer. Et en réalité, on n'a pas besoin de grand-chose. 2 ou 3 produits suffisent pour nettoyer toute la maison et toutes les pièces de la maison. On n'a pas besoin d'avoir un produit dédié pour une pièce particulière de la maison. En principe, avoir juste du savon noir, du bicarbonate et du vinaigre blanc, ça devrait permettre de nettoyer parfaitement son intérieur. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi sur les produits cosmétiques, entre guillemets, pour les bébés ou les petits-enfants ? À quoi il faut faire attention ? Finalement, pour les bébés, c'est très simple. On va privilégier l'eau, le savon si nécessaire. Et lorsque il y a un besoin, on va utiliser des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de 3 ans. La recommandation, c'est aussi d'éviter, si on le peut, d'utiliser des lingettes industrielles qui peuvent contenir beaucoup de substances potentiellement nocives. Oui, donc tous les gels bébés, crèmes, lait de toilette, etc., a priori, c'est pas utile. Il faut mieux privilégier l'eau, le savon et rester au plus simple et surveiller les compositions, qu'il n'y ait pas des compositions à rallonge. Absolument, c'est tout à fait ça. Ça amène à un sujet qui est celui un peu de la charge mentale, parce que toutes ces choses souvent reposent sur les mères, tous ces conseils, et souvent ce sont elles qui vont s'assurer de tout cela. Est-ce qu'on peut faire peut-être un petit message de prévention pour dire que tous ces conseils s'appliquent à l'ensemble de la famille, aux 2 parents, s'il y a 2 parents, et également aux grands-parents, ou en tout cas à toutes les personnes qui s'occupent de l'enfant ? Absolument. En fait, tout ce dont on vient de parler, ça semble peser beaucoup sur les mères parce que ce sont les mamans qui portent les bébés. Mais finalement, il ne faut pas que ça les rende entièrement responsables de la santé de l'enfant. Parce qu'en fait, l'ensemble de ces recommandations, elles concernent aussi bien les futures mamans que les futurs papas. Et d'ailleurs, je voudrais ajouter que il y a un certain nombre d'études scientifiques qui démontrent aujourd'hui que les expositions des pères pendant la période préconceptionnelle, c'est-à-dire avant que le bébé ne soit conçu, cette exposition des pères pourrait aussi avoir des effets sur la santé du futur bébé. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'on a longtemps pensé que c'était seulement les expositions des mères qui pouvaient conduire à des effets nocifs pour la santé. Mais voilà, aujourd'hui, on peut enlever un peu de cette charge mentale aux mamans et conseiller aux papas de profiter de cette période où on se demande si on va faire un bébé, si on va concevoir un bébé, profiter de ce moment-là pour s'interroger sur ses propres sources d'exposition. Est-ce qu'on fume? Est-ce qu'on mange sainement? Et puis voilà, on peut commencer par là, petit à petit, étendre son champ d'investigation des nombreuses sources d'exposition qui nous entourent, mais ça peut être un bon début. Oui, on peut partager cette charge. Exactement. Et ça, je trouve ça bien parce que d'abord, ça enlève de la charge mentale aux mamans. Et puis, on s'acculture pour une longue durée. On s'acculture pour toute une vie, quelquefois, dans cette période-là. Cette conscientisation des questions de santé environnementale, savoir identifier quelles sont les expositions potentiellement toxiques, en fait, c'est quelque chose qu'on va avoir pour toute la vie. Oui, ça bénéficie au collectif, quelque part. Ça bénéficie au collectif et ça permet d'adopter un autre mode de vie, indépendamment des moyens qu'on a. Évidemment, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous les mêmes moyens ni les mêmes contraintes, mais chacun à son échelle peut être acteur et je trouve que c'est très important de garder en tête cette notion-là. Merci beaucoup Sylvie Bortoli. Merci beaucoup. Pour prévenir l'exposition aux perturbateurs endocriniens, l'assurance maladie s'engage pour sensibiliser les assurés, mais aussi les professionnels de santé, plus particulièrement sur les phtalates que l'on retrouve dans les plastiques, les cosmétiques ou les produits d'entretien par exemple, et que l'on peut rapidement éliminer de notre corps en changeant certaines habitudes de vie.
Concrètement, pour vous, parents ou futurs parents, certaines caisses d'assurance maladie proposent des ateliers pour vous aider à adopter les bons réflexes à mettre en place dans le quotidien. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et retrouvez aussi de nombreux conseils pratiques sur amélie.fr et le site 1000premiersjours.fr. « 3, 2, 1 parents » est un podcast de l'assurance maladie à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous et écoutez d'autres épisodes avec de nouveaux experts. Et pour retrouver encore plus d'informations sur la grossesse et la parentalité, rendez-vous sur amélie.fr.